Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui introduire le discours sur les événements de 1965 dans le cadre d'une Indonésie marquée par la réforme Asie, mais qui reste, comme on l'a vu, bloquée sur cette question-là. Est-ce qu'il y a des possibilités d'ouverture intellectuelle pour penser les événements de 65 dans le cadre de cette réforme Asie? C'est la réponse à la question à laquelle il va essayer de répondre. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour. C'est vrai, en fait, en tant qu'historien, je ne travaille pas spécialement sur la question de 65. Moi, je travaille plutôt sur l'Indonésie pendant l'époque coloniale, ce qu'on appelle toujours la période 19e siècle et début du 20e siècle. Mais cette fois-ci, je vais parler donc sur je ne vais pas interroger sur le passé, mais plutôt sur le présent. Donc, c'est un terme très connu ici, ce qu'on appelle l'histoire du temps présent. Moi, je travaille surtout sur la contestation entre la mémoire et l'histoire dans la question de la réconciliation de l'événement 65 en Indonésie. La chute de Suharto en 1998 permet de remettre en cause le tabou de l'histoire, surtout en ce qui concerne la violation du droit de l'homme commis par ce régime dictatorial. Les 32 ans de la dictature rendent cependant la tentative de remettre en cause le passé difficile. La domination de l'histoire officielle semblait être sans contestation. Certes, après 1998, il apparaît des ouvrages d'histoire ayant tendance à offrir une autre perspective sur ce qui se passait en 1965, ainsi que des témoignages de victimes, mais le discours n'a pas beaucoup changé sur le communisme. En revanche, cela a intensifié une nouvelle tendance d'anticommunisme, dont le résultat a été, par exemple, l'interdiction de ce type de livre en 2006. Donc, ces derniers jours, le regard de la société vers le communisme n'a pas encore changé. L'apparition de deux films de Joshua Oppenheimer, The Act of Killing et The Look of Silence, qui ont mis en scène une rencontre entre les bourreaux et les victimes, ne signifie pas le progrès de travail sur la critique du discours officiel à propos du communisme en Indonésie. En revanche, ces deux films sont souvent regardés comme une tentative de revivre le communisme en Indonésie en reprochant la société indonésienne ayant participé au massacre pendant l'année 65 et 66. En outre, l'organisation du Tribunal populaire international à La Haye, donc c'est ce qui a parlé tout à l'heure, novembre dernier, était beaucoup critiquée pour des choses. D'une part, une tentative réelle de revivre le communisme, mais aussi la demande de l'aide de la communauté internationale pour cet effet. La réconciliation est en conséquence un programme difficile à réaliser. La tentative de l'État était déjà échouée par l'abrogation de la loi qui soutient la formation de la Commission pour la réconciliation. L'État défend toujours la version officielle ancienne discréditant le communisme en reprochant au Parti communiste indonésien d'avoir trahi le Pancasila, l'idéologie de l'État. Et d'autre part, la propagande sur la réapparition des menaces des communistes s'intensifie de plus en plus. Après la chute de la dictature qui supposait la possibilité de parler de tous les crimes de la dictature, la question est pourquoi la question de 65 était toujours difficile à poser. Et pour quelle raison la tentative de la réconciliation est difficile à réaliser. Dans cette communication, j'essaierai de répondre à ces questions en me focalisant sur 3 points. D'abord, la tentative de réaliser la réconciliation depuis la chute de Suharto.
Je discuterai ensuite les difficultés de le réaliser en me concentrant sur la contestation entre mémoire et histoire de l'événement de 65 dans la société indonésienne. L'historicité du communisme sera enfin interrogée afin de montrer que le communisme en Indonésie est un historique, la peur qu'il produit et la fiction créée par le régime de la dictature. Le communisme est un fantôme dans sa menace et le passé, le présent et l'avenir. C'est vrai, après la chute de Suharto en 1998, l'Indonésie commence à s'adresser à la violation du droit de l'homme commis par ce régime en employant de la stratégie de la poursuite, mais aussi pense à établir la commission de la vérité. La fondation légale d'établir cette commission était la loi sur le droit de l'homme, loi numéro 26, l'année 2000. L'article 43 et 44 constate que le gouvernement doit établir une commission pour la vérité et réconciliation. Cela est ensuite constitutionnellement soutenu par le décret du People Consultative Assembly numéro 5 en 2000 qui constate que la commission de vérité doit être une institution extrajudiciaire établie par la loi s'occupant de la violation du droit de l'homme dans le passé. Après avoir passé 3 ans de débats et de négociations, la loi sur la vérité et la réconciliation est enfin promulguée au dernier jour du gouvernement de Megawati. D'après cette loi, le gouvernement doit établir la commission pour la vérité et la réconciliation dans 6 jours après la promulgation. C'était aux successions de Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, que le responsable arrive avec le progrès qui n'était pas rapide entre 2005 et 2006. Le ministère de la Loi et des Droits de l'Homme a mis en place un panel pour choisir les candidats de président et Parlement en tant que membre d'une commission de la Commission pour la vérité en Indonésie. En 2006, quelques ONG et des militants des droits de l'homme, comme Elsam, par exemple, critiquent quelques articles de la loi et l'a soumis à la Cour constitutionnelle. La demande était acceptée, mais le résultat était très surprenant. La Cour constitutionnelle a abrogé la loi en totalité. La raison, l'article que l'ensemble de l'ONG a demandé à revoir est le corps de la loi, son annulation et donc l'annulation de la loi dans sa totalité. En conséquence, à partir de là, il n'y a fait plus fondation qui soutient le travail de la commission et l'institution en soi n'a aucune base pour exister. Cela était la fin de la tentative de réconciliation initiée par l'État qui n'était pas vraiment intéressé à traiter sérieusement les crimes de l'humanité dans le passé. En 2000, Sharikat, c'est une association, était créée à Yogyakarta avec le support du groupe de jeunes militants de l'organisation islamique Nahdlatul Ulama, NU. Le travail de Sharikat se fonde sur l'activité au niveau local à Java, surtout, et la plupart de ses membres ont une formation à l'école coranique traditionnelle, le pesantren. Ces jeunes militants étaient inspirés par le chef de NU, Abdurrahman Wahid Gusdur, qui était à l'époque le président de l'Indonésie. Après son élection, il a demandé pour des actions de NU et ses organisations affiliées pendant l'événement de 65-66 et a proposé d'éliminer la mise en place de la loi qui discrimine des anciens prisonniers politiques. Il a également demandé de réhabiliter des victimes de 65-66. C'était dans cette condition politique que Sharikat a été créée. Cette organisation tente de contacter des victimes, de parler avec eux afin de pouvoir partager leurs expériences. Cette association a publié également un journal, une revue, pour communiquer leurs recherches, mais aussi pour propager leurs idées de réconciliation. L'activité Sharikat est un bon exemple de ce qu'on appelle la tentative de réconciliation initiée par la communauté civile. Depuis sa création, il a organisé plusieurs rencontres avec les victimes et les auteurs de violences pendant l'événement de 65.
donner une parole aux victimes afin qu'ils partagent leurs histoires, mais aussi leurs expériences pendant leurs jours dans la prison, mais aussi après, lorsqu'ils sont revenus dans la société. Cette action avait pour but, d'une part, de fournir un espace pour eux d'écouter leur version d'histoire, et de l'autre, la rencontre avec les auteurs de violences permet de réaliser un acte de se faire pardonner. Dans une petite échelle comme celle de Sharikat, la tentative de réconciliation semblait sans obstacle. Parce que jusqu'à maintenant, il organise toujours une petite rencontre. L'édition de la revue Rouas, ça appartient à Sharikat, et Tashfirul Afkar, ça appartient aux jeunes militants de DNU, montre comment s'est passée la rencontre organisée par cette organisation. La réussite de cette initiative est rendue possible par la mise à côté de préjugés entre chaque groupe, en essayant de comprendre les rôles de chaque personne pendant l'événement de 65. L'arrière-plan de cette organisation, qui était des militants religieux, fournit également la fondation théologique de l'acte de la réconciliation, comme on peut trouver un article dans la revue de Tashfirul Afkar. Malgré sa réussite, la question de la réconciliation sur l'événement de 65 est encore loin d'être achevée. L'initiative du président Joko Widodo pour demander pardon sur cette tragédie a reçu beaucoup de critiques. Chaque critique est toujours accompagnée d'un avertissement de réapparition de l'idéologie du communisme. Le récit personnel de la famille racontant des expériences sur les dangers du communisme est facilement trouvé dans le débat public. Et le débat public sur la question de 65, en fait, c'est un événement, on dirait annuel, chaque mois de septembre et octobre, depuis la chute de Suharto. L'interrogation sur la validité de la version officielle de l'histoire et la peur de la réapparition de la menace du communisme étaient deux sujets les plus discutés. La première est une remise en cause de l'image démonique du communisme produit pendant la période de la dictature, mais aussi les massacres oubliés, alors que le deuxième se focalise sur la reproduction du danger du communisme qui n'est jamais disparu. Ce qui est intéressant est l'utilisation de la mémoire pour justifier leurs arguments. La référence aux parents ou grands-parents des auteurs, par exemple, est très présente dans ce débat. Cette référence est accentuée de l'acceptation totale, sans critique de ce qui vient de leur récit. Le constat de les parents ne font pas partie de la politique, insinue que leurs témoignages sont la vérité. Cette action de se référer au récit de la famille se propage non seulement au milieu des populaires, mais aussi parmi des académiciens. Pendant la conversation personnelle avec eux, le constat sur l'action démonique ou diabolique des membres de PKI avec ces organisations affiliées qui menacent des communautés musulmanes est souvent cité. La source de leur histoire n'est que le récit de leur famille. Il y a un exemple très intéressant, un article qui a été écrit par Salahuddin Wahid dans le quotidien Kompas, publié septembre dernier, qui s'intitule Sikap Warga NU terhadap PKI, la prise de position de NU à l'égard de PKI. Cet article est publié le 29 septembre 2015. Reflète le débat en général de l'événement de 65, surtout en ce qui concerne la contestation entre la mémoire et l'histoire. Dans cet article, Salahuddin Wahid raconte son expérience de recevoir l'idée du communisme à travers son père. Lorsqu'il a découvert une ancienne photo sur la table au bureau de son père. Il s'agit d'un homme avec les yeux bandés, devant lequel un groupe d'hommes est debout, pointant ses fusils. Et cela s'est passé pendant l'année 50-51.
Cet homme, d'après son père, a commis la peine de mort à cause de son implication de l'insurrection de PKI en 1948 à Madiun. Et toujours d'après son père, les membres de PKI ont assassiné de nombreux de Kiai, des imams et des santris pendant l'insurrection de 1948. Le récit que lui raconte son père est internalisé et à chaque fois qu'on essaye de fournir une autre perspective sur l'événement de 1948, c'est au récit de son père qu'il se réfère toujours. Dans cette histoire, l'auteur, Salahuddin Wahid, explique à quel point le récit de son père est utilisé comme base de jugement concernant le communisme. Sa conception sur la brutalité et la malfaillance de PKI est ensuite renforcée par son expérience, surtout en ce qui concerne des événements qui précèdent la tragédie de 1965. Le PKI a provoqué des musulmans et a attaqué l'organisation de PII, l'Association des étudiants musulmans indonésiens, pendant la prière de l'aube à Canigoro, Javales, un événement qui est connu comme terror subuh di Canigoro, le terror à l'aube de Canigoro. Le PKI, d'après lui, a également tué des membres de Ansor à Banyuwangi. Alors pour Salahuddin Wahid, le côté démonique du PKI a donc pour source l'histoire de son père, mais aussi son expérience pendant l'année de 60. C'est la raison pour laquelle Wahid et sa famille ont cru sans hésitation que le PKI est l'auteur de l'enlèvement de 6 généraux pendant la nuit de 30 septembre et le 1er octobre 65. Bon, à l'époque, l'information s'est transmise lentement, mais il a entendu que l'exécution des membres de PKI et ses organisations affiliées a été commencée depuis une semaine après le coup a été abrogé. Il s'est demandé avec son frère pour quelle raison ses amis de Banser exécutent les membres de PKI et ses organisations affiliées. Mais l'explication de les membres de Banser, c'est toujours, il y a une phrase qui est connue même jusqu'à aujourd'hui, c'est tuer ou être tué. Donc ça c'est leurs arguments pour participer au massacre. Cet argument, me semble-t-il, montre comme si c'était vraiment le conflit horizontal et ignore l'implication du groupe militaire indonésien. Dans un article très intéressant, Ilmar Farid, qui a publié en 2005, il a montré comment le conflit n'était pas comment les massacres étaient organisés et qu'il n'était pas un conflit horizontal. Wahid est très convaincu que cette expérience effrayante ne se fait comprendre qu'avec ceux qui ont vécu à l'époque. C'est la raison pour laquelle Gus Dur, Abdurrahman Wahid, son frère, a parlé facilement sur le PKI, car il n'a pas eu cette expérience. Il était à l'étranger, en train de faire ses études au Caire, lorsque cet événement a eu lieu. Selon lui, la prise de position de Gus Dur est impossible à ceux qui ont vécu cette expérience. Ces deux frères sont un bon exemple pour comprendre l'opération de la mémoire et histoire face à l'événement de 65. La première regarde cet événement en tant que mémoire, alors que l'autre prend la distance et regarde cette histoire en tant que mémoire, en tant qu'histoire. Pour ceux qui n'ont pas vécu cette histoire, regarder comme une mémoire provoque un problème. Et c'est là ce qui se passe aujourd'hui en Indonésie. La plupart des gens regardent cet événement comme si c'était leur mémoire, alors qu'ils ont appris cette histoire à travers leurs parents, leur famille. Cet état de choses montre que le communisme en Indonésie est un phénomène mémoriel. Il n'est pas une histoire.
Le récit fondateur de l'ordre nouveau se fonde sur la création de la mémoire collective avec son monument, son musée et sa commémoration. Ce sont, comme le dit un historien français, Pierre Nora, les lieux de mémoire étant nés et vécus, qu'il n'y a pas de mémoire spontanée, qu'il faut créer des archives, qu'il faut maintenir des anniversaires, organiser des célébrations, prononcer des éloges funèbres, notarier des actes, parce que ces opérations ne sont pas naturelles. L'ordre nouveau s'est rendu compte que la mémoire qu'il a créée était moins vécue de l'intérieur, raison pour laquelle elle a besoin de support extérieur et de repères tangibles d'une existence qui ne vit plus qu'à travers eux. Approprier l'événement de 65 comme un phénomène mémoriel rend le débat sur cette question difficile, ce qui fait la tentative de réconcilier dans une grande échelle est presque impossible. Le débat public sur le communisme en Indonésie ces derniers jours ne montre pas beaucoup de changements. Parce que chaque fois qu'on commence à parler de l'événement 65, c'est toujours ce qui sort dans le débat, c'est mon père ou mon grand-père a dit que les communistes sont très très méchants, ils ont tué des gens. Alors, la chute des dictateurs ne traîne pas la société indonésienne à la démocratie, dans le sens que tous les citoyens ont le même droit devant la loi. Le fait que la question de l'événement de 65 est encore loin d'être résolue et le communisme est toujours considéré comme une menace dans la société en est la preuve. Cette question est toujours une exception dans le soi-disant la société démocratique indonésienne. Le discours des dictateurs sur cette question est toujours justifié par la société. Il n'y a pas longtemps, la société indonésienne a été surprise par l'apparition d'une mannequin, le lauréat d'un contest de la beauté indonésienne, qui porte un t-shirt avec une image de fossile et marteau. Le symbole est lié au communisme. L'apparition de cette photo est donc considérée comme regardée comme une tentative de revivre l'idéologie communiste en Indonésie. Bon, le mannequin ne comprend rien. Elle a porté le t-shirt qui a été offert par son ami vietnamienne. Elle n'a rien compris, mais l'association de l'image avec le symbole du communisme est inévitable. C'était au début de l'année 2015, en janvier-février. La réponse du public à cette question montre à quel point le communisme en Indonésie est toujours une menace. La peur à l'égard du communisme n'est jamais disparue, mais certains ont mis en rapport à la peur institutionnalisée dans la Constitution. L'État d'Indonésie a officiellement interdit l'idéologie communisme d'après le décret qui a été promulgué en 1966. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, le septembre, chaque année, c'est une occasion pour le débat sur la question du communisme. Mais le septembre 2015, c'est une stage de contestation du discours. Il était un peu spécial car ce septembre, c'est 5 ans après l'événement de 65. Mais loin d'être accepté comme tragédie nationale, cet événement est toujours regardé comme la présence d'horreur du communisme en Indonésie. La tentative de revivre des dispositifs du dictateur pour empêcher la diffusion de l'idée communiste, comme la projection annuelle de film La trahison de PKI, Pengkhianatan G30S PKI, était très présent. Certaines organisations religieuses ont organisé la projection de films ensemble, dont le but est de mémoriser la terreur de PKI. Dans la projection de ce film à Jakarta, organisée par le FPI, le discours avant la projection mentionne toujours la réapparition ou le danger de la réapparition de PKI et qu'on doit toujours être vigilant. Assisté surtout par la classe populaire, le discours religieux sur le danger de PKI pendant la projection est une bonne explication pour leurs difficultés de vie. Le communisme, mais aussi le libéralisme,
Donc, on ne fait pas la différence entre les deux. Et la cause de la misère. Pour justifier, il se réfère à ce qui se passe en 48 et 65. Donc, le communisme et le libéralisme causent la plupart des Indonésiens pauvres. C'est ça, en fait, l'idée du discours avant la projection de ce film. Donc, c'est pour ça qu'on comprend très bien pourquoi on accepte facilement l'idée que le communisme est très dangereux. Au-delà de l'acceptation sans critique que montre le discours avant la projection du film, la difficulté d'accepter d'autres versions que celle de l'État pourrait être expliquée par 3 points. D'abord, la justification de la criminelle du passé. L'implication de la plupart de la communauté civile pendant la période de l'extermination de PKI semble être la honte pour eux. Pour qu'ils ne se sentent pas coupables, ils préfèrent de croire la version qui dit que leurs actes étaient un acte de héros. La diabolisation des communistes doit donc être toujours maintenue. Cela explique, par exemple, la publication d'un livre, le livre blanche de Nahdlatul Ulama il y a quelques années, parce que depuis 2000, cette organisation a été beaucoup critiquée. Donc, pendant le 2012 ou 2013, il a publié ce qu'on appelle le livre blanche de Nahdlatul Ulama qui défend toujours les versions officielles sur pourquoi les Banser et les Ansar ils ont participé au massacre. Le communisme est ensuite, comme le dit il y a un historien indonésien, Budiawan, c'est comme le communisme est comme un miroir de soi. Le communisme est en sorte d'un mal nécessaire dont on a toujours besoin pour justifier l'acte diabolique de quelqu'un en disant même si je suis très méchant, il y a encore quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus méchant, voire les communistes, puisqu'ils ne croient pas à Dieu. Donc, la source de la méchance, de la normalité des communistes, parce qu'ils ne croient pas à Dieu. C'est pour ça que les communistes, c'est le pire, le méchant le plus méchant, parce qu'ils sont athéistes. Donc, le communisme dont on a peur, en fait, en Indonésie, c'est plutôt c'est lui, le communiste, qui a créé le régime dictateur. C'est-à-dire la fiction du communisme. Avant le 65, le communisme en Indonésie était plutôt regardé comme fait partie du mouvement nationaliste. Le communisme n'a aucune signification de l'athéisme. Cette fiction est ensuite institutionnalisée par la création des monuments, la musée, de la commémoration qui expriment le communisme diabolique. Les communistes qui ne croient pas à Dieu, donc il est amoral car il n'a aucune norme dans sa vie, le communiste qui menace l'ordre. C'est la raison pour laquelle la peur au communisme est plutôt la peur vers la fiction du communisme, des dictateurs. Dans ce sens, le communisme en Indonésie est, à mon avis, c'est un historique parce que le communisme, c'est le passé, le présent et le futur. Ça existe toujours. Il est le passé, le présent et le futur. Donc, pour finir, malgré l'effort de réaliser la réconciliation, le phénomène mémorial de l'événement de 65 empêche la prise en distance avant de regarder cette tragédie comme une histoire. La propagande continue sur le mal du communisme et la menace de sa réapparition rend la recherche de la vérité sur ce passé difficile. Or, trouver la vérité est la clé pour la réconciliation, car elle est la condition de l'acte de se faire pardonner. Merci. Merci.